on est maintenant rendu aux États-Unis. C'est ce qui vient de nous téléporter vers l'actualité américaine. On a Biden qui a été assermenté président des États-Unis cette semaine. Mais juste avant, Trump a gracié une foule de bons chums. Hein? On a vu ça. Il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont restés en prison. Biden commence à entrer au pouvoir avec commence son entrée au pouvoir avec plusieurs décrets, mais il va y avoir une lutte à mener au Congrès. Cette lutte s'étendra peut-être sur toute la droite américaine. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste de la droite américaine aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois, toi, Alizée, l'avenir de la droite américaine? Ouais, t'as gardé la question parce qu'elle est compliquée un petit peu, cette question-là. C'est pas une question facile. C'est super vaste, c'est super complexe. Non, mais c'est parce que je regardais les notes l'autre jour pour préparer l'épisode, puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est comment répondre à cette question? Tu m'as fait rire, tu m'as beaucoup fait rire aussi. Effectivement, c'est une question large, mais on est en droit de se la poser, la question, à savoir, là, est-ce que le Parti républicain continue à s'enfoncer dans le Trumpisme? Ou quelque chose de semblable, ou le balancier va revenir dans une forme de vision républicaine, au sens du parti, un petit peu plus équilibré? Mais en fait, le sort du Parti républicain est intimement lié à la démographie aux États-Unis, dans le sens que certains groupes dans la société qui sont plus susceptibles de voter soit pour le Parti démocrate ou le Parti républicain. Puis, en général, on voit justement que la diversité des groupes un petit peu plus minoritaires, ça nuit à leur réélection parce que leur population augmente en proportion par rapport à des voteurs dits blancs. Donc, ces groupes-là, c'est les African Americans, c'est des Latinx, etc. Puis même les Asian Americans qui commencent aussi à se faire de plus en plus entendre puis à se fédérer autour de candidats. Donc, le Parti républicain combat un peu ça, puis ils ont une façon de le convaincre qui est, par exemple, le gerrymandering, où ils découpent les circonscriptions, comment ça les arrange. Mais autrement, là, le problème avec Trump, c'est qu'il risque de partir avec une partie de sa base, dont, je pense, le Parti républicain aura énormément besoin pour éventuellement revenir au pouvoir. Puis c'est toute la question de ça, c'est est-ce que le Parti républicain va rester trumpiste? J'aurais tendance à dire qu'avec les événements des derniers jours au Capitole, cette question-là, on se la pose de manière différente. Je pense que maintenant, Trump lui-même a planté le clou dans le cercueil de son idéologie. C'est vraiment associé à... En fait, c'est associé maintenant à un coup d'État carrément, donc... ça sera difficile d'aller chercher cette base-là sans utiliser cette figure de Trump. Il a aussi parlé de former son parti politique. Bon, on en a des gens, nous, qui font des décisions de parti politique au Canada. Par exemple, Maxime Bernier. Ça ne s'est pas très bien... ça ne s'est pas très bien passé. Un petit peu dans... Je voudrais pas faire une comparaison de Maxime Bernier puis Trump, mais c'est un petit peu... c'est le même... Je pense que ça lui-même. Ça se ressemble. Des comparaisons à faire. À certains égards, on peut dire que... je pense qu'on pourra s'entendre sur le fait que ce sont deux partis populistes de droite, d'extrême droite. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, voilà. Puis aussi, je dirais que ça va dépendre, aussi évidemment, de Joe Biden, de sa présidence. Puis voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup actuellement, on parle beaucoup de l'impeachment, hein, mon bel anglais. C'est très, très dans l'actualité. Puis là, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais on va être en plein dans ce débat-là. Je ne sais pas si vous avez vu Biden qui se dégage complètement de ce débat-là, hein, qui veut rester loin, trop toxique. Puis c'est pas il ne veut pas que ce soit son rôle. Oui, vas-y, Lydie. Biden, pendant son investiture, il n'a pas prononcé une seule fois le nom de Donald Trump. Pour lui, c'est comme c'est du passé, on fait table rase. Puis, enough. Oui, exactement. Moi, il a fait des gros changements. Comment je peux dire ça? Genre des symboliques, c'est ça, des changements symboliques par rapport au pipeline avec les États-Unis et le Canada, de juste comme mettre un frein à ça. Il a réintégré, les États-Unis ont réintégré
l'Organisation mondiale de la santé. Ouais. Et, c'est des gros moves symboliques que les États-Unis font avec Biden. Ça donne le ton. Ça donne le ton, puis je trouve que ça... Moi, je trouve ça beaucoup plus rassurant, beaucoup plus inspirant au niveau de la politique internationale que le Canada va devoir gérer avec Joe Biden. Parce qu'avec Trump, c'était le gros n'importe quoi. Puis le Canada, avec le petit bout du bâton, ben, il faisait juste comme espérer pas trop en perdre, mettons. Mais avec j'ai une question pour vous deux. Vous deux. Ça vous fait quoi suite à justement à l'abandon du projet pétrolier du pipeline là, par Biden de voir Justin Trudeau, gouvernement libéral, défendre, leur demander de réviser leur position par rapport à ça, puis de défendre ce projet-là parce qu'il est essentiel pour faire circuler le pétrole de l'Alberta. Est-ce que ça vous a choqué? Comment vous vivez avec cette réalité-là? Je vais commencer avec toi, Alizée, parce que je sais que je connais, t'as quand même des allégeances un peu libérales, sans vouloir te colorer dans le au fédéral, non. Je suis pas une fan de Justin Trudeau. Ça t'a fait quoi de voir ton gouvernement fédéral défendre ce projet-là? En fait, c'est intéressant parce qu'on sait très bien que le Parti libéral du Canada n'a pas de gain à faire justement dans les prairies puis dans les provinces pétrolières. Donc, tu sais, c'est quoi qui motiverait ce choix-là? Clairement, c'est pas ça qui va faire la différence aux prochaines élections. Donc, moi, tu sais, en réfléchissant rapidement, je pense qu'en gros, s'ils remettent en question la légitimité d'un projet comme celui-là, ben, c'est aussi remettre en question la crédibilité du projet de TransCanada pour lequel les contribuables ont payé 6 milliards de dollars. Fait qu'en gros, si tu es capable de financer un pipeline, ben, tu dois être un petit peu pour tous les pipelines. Sinon, ça remet en crédibilité celui que tu as déjà financé. Donc, je vois pas d'autres explications logiques par rapport à ça. Puis, je dirais que c'est ça. C'est tout. Voilà. Jay, la pétrole. Moi, entendre une fille comme Alizée, libérale, parler de la sorte des pipelines, je suis comblé. Mais voyons, c'est quoi votre affaire, là? Non, mais pour moi, le Parti libéral du Canada, c'est genre, tu sais, en 2015, il nous parlait de transition. On est en 2021, puis on parle encore de TransCanada. Là. Comme, genre, ça a toujours été dans sa tête. Ça fait partie du Parti libéral du Canada et du Parti conservateur, d'ailleurs, de comme, le pétrole, c'est l'énergie de base, puis... Je peux comprendre qu'il y a des enjeux de stockage avec l'électricité, mais là, je pense que là, Alizée, elle questionne le fait que tu fasses un lien direct entre libéral provincial et libéral fédéral. C'est ça, non, je sais pas. Déjà, il y a ça. C'était pas nécessairement ça que je disais. Mais tu sais, pour moi, le Parti libéral du Québec, c'était aussi le parti des pipelines, puis le parti de Justin Trudeau, tu veux un pipeline au Québec? Parfait, amène-le, puis on te posera aucune résistance. Mais attends, c'est pas le PQ qui voulait exploiter Anticosti, puis genre, je comprends pas, comme là, ça, là. Je pense qu'on peut dire. Genre, c'est pas moi qui va défendre ça. Là-dessus, je vais être d'accord avec toi. Mais moi, il faut que je vous raconte une anecdote absolument tordante par rapport à ça. Genre, c'est un bon point. Genre, au niveau débat, je comprends ton argument, tu fais bien de dire ça. Mais, genre, je veux pas être le défenseur de l'exploitation du gaz de schiste à Anticosti. J'ai jamais été pour ça. À ce moment-là, moi, je pense que j'avais 17 ans. Puis j'étais genre, non, faites pas ça. Je suis pas d'accord pour ça. Mais je suis d'accord avec toi. Le Parti québécois, à ce moment-là, selon moi, ça a été un mauvais move. Surtout dans les prochaines années après, ils ont essayé de se racheter au niveau environnement. Laissez-moi vous raconter une anecdote que j'ai vécue. J'étais sur place, que j'ai vu qui était absolument tordante. Okay? Il y avait eu toutes ces... Bon, le Parti libéral avait commencé à forer dans le coin de Kakuna, puis il faisait toutes sortes de tests, puis là, bon, ça faisait des bouleversements pour les belugas, puis en tout cas, ça faisait beaucoup parler. Les gens contestaient beaucoup ces actions-là. Quand le Parti québécois se préparait pour les prochaines élections, puis ça, il y avait eu un congrès, je me souviens plus du nom de chacun des congrès, là, mais un congrès national, un grand congrès où on préparait justement la prochaine élection, on faisait tout le cahier électoral, puis tout ça. Puis il y avait, puis là, la question qui se posait sur le plancher, c'était de savoir, nous, on est-tu contre ça ou pour ça, le forage, l'exploration pétrolière dans le fleuve Saint-Laurent?
Puis là, évidemment, la plupart des péquistes étaient contre. Puis là, on se préparait à voter une motion pour empêcher ça. Puis là, à un moment donné, il y a eu toutes sortes de bouleversements sur le terrain, sur le plancher. Là. Oups, ça s'est mis à grenouiller de l'action. Oui, le personnel politique était bien inquiet. Puis tout ça, les députés en place essayaient de passer des messages. Puis là, il fallait délimiter à partir de où on était pour, puis à partir de où on était contre. Parce qu'on pouvait pas être contre partout. Ça, c'est drôle dans les congrès parce que les gens, ils stressent. OK, là, il y a des journalistes dans la salle. Ouais. Comment on va faire pour rattraper pour passer le message sans avoir l'air de des épais? En headline. Ouais. Écoute, ça détruit un peu la démocratie interne. Là. Genre, on est là. Oui, vraiment. oui. On dit aux futurs membres, genre. Mais ça a l'air. Vas-y, Denis. Ça a l'air. Ouais, mais c'est ça. Mais ça a l'air un peu. Tu sais, ça peut avoir l'air là, à amener du cynisme, ce que je suis en train de raconter. Mais c'est des petites choses qui arrivent des fois. Cela dit, la plupart du temps, c'est vraiment une belle démarche. Mais ça avait été très drôle. Puis, tu sais, il avait décidé, finalement, on avait tranché, on avait placé la ligne. Donc, c'était au bout de, je pense, sur la pointe ouest de Anticosti jusque dans les eaux du Golfe. C'était correct, on pouvait le faire. Et de la pointe ouest d'Anticosti jusqu'à Gatineau, on pouvait pas le faire. Fait que ce que nous disait le PQ, c'est qu'il était pour l'exploration où il y en a et contre l'exploration où il y en a pas. Ouais. J'avais trouvé ça très, très, c'est très smart drôle. quand même. C'est smart. Moi, mais pour vrai, genre, je me souviens, moi, quand j'avais 16-17 ans, je pense que c'est dans ces eaux-là, qu'il y avait ce débat-là. On parlait pas tant d'environnement à ce moment-là. Il me semble que c'était pas comme à la mode. C'était pas on en comme parlait c'était pas tant moins. que ça. Puis c'est arrivé, genre, je sais pas moi, en 2015-2016. Puis c'est comme arrivé, puis soudainement, c'était. Puis tant mieux. Là. Puis soudainement, c'était comme, OK, ben là, c'est vraiment. Tu te dois de faire attention à l'environnement. Je sais pas si tu te souviens, Jay, il y a toujours eu des candidats très, très, très forts, très, très axés sur l'écologie au PQ quand même. Là. C'est juste qu'avant, on disait que c'était des terroristes. Puis ils se faisaient virer dans le short. C'était des gros socialistes. Ils se faisaient virer dans le short aussitôt que ça comptait. Là, mais il était quand même très, très, très présent. Là. Il y avait quand même des gens très convaincus. Mais ça, je l'ai moins vécu un parce peu. qu'en fait, il y a toujours eu des figures écologistes au Québec. Par exemple, Laure Varidel, Steven Guilbeault, c'est juste qu'on les prenait pas au sérieux, mais ils ont toujours été là. C'est juste les politiciens, il y a encore quelques années. Mais moi, ça m'a toujours marqué. J'aime beaucoup Carlos Letao, mais il y a une citation là, qui est affichée plutôt. Il a dit on ne va pas commencer à privilégier l'environnement contre l'économie. Mais ça fait pas longtemps qu'il a dit ça. Là. Ça fait peut-être 7-8 ans maintenant. Ça va vite, hein? Ça vieillit mal, cette citation-là. Ouais, selon moi, il faut que c'est un mix des deux. Là. Genre, il faut un mix des deux, mais c'est pas un nécessairement avant l'autre. C'est qu'il y a une façon d'être efficace d'un point de vue économique, tout en faisant... Comme ce que Justin Trudeau a dit en 2015. Pour moi, le fait comme il a dit. Non, mais il l'a dit, ça, puis j'étais d'accord avec ça. Moi, en 2015, j'étais genre, parfait. Ça, puis le changement du mode de scrutin, moi, j'étais... comme ça faisait du changement au Parti libéral du Canada, puis qu'est-ce qu'il a fait après? Genre, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour l'environnement, Justin Trudeau? On est arrivé en 2019 puis on s'est dit, comment, qu'est-ce que tu as fait? Il a fallu se battre. Il y avait des manifestations et des blocages pour les pipelines. Genre, c'est quoi les pailles en plastique, c'est interdit? C'est genre ça qu'il a fait. Tu comprends pas, c'est parce que notre pétrole canadien, il est plus écologique. Il n'est pas écologique, c'est un des plus sales au monde. C'est quand même ce qu'on nous a dit au courant de la semaine. Un des plus sales. C'est quand même ce qu'on nous a dit au courant de la semaine. Ce qu'il disait, en gros, l'argument, c'est que si c'est pas le pétrole canadien qui se rend au Texas, ils vont prendre du pétrole de la j'allais dire de la rive sud, de l'hémisphère sud, puis pour lequel l'exploitation a beaucoup moins de règles, puis blablabla. Mais c'est ça qu'on voulait faire avec le projet au Saguenay. Là. C'était quoi déjà? Gazoduc. Ça m'échappe. C'est GNL. Ouais, c'est ça, GNL. C'était le même argumentaire. C'est comme ce qui s'est passé aussi avec la cimenterie McGuinness. Il faut savoir que GNL au Saguenay, là, ça serait un gros projet pour créer de l'emploi. Là. Fait que ça, là-dessus, mais c'est extrêmement polluant. Non, je sais bien, surtout sur le boulevard des Béloups. Non, mais c'est juste, tu veux-tu avancer à l'envers ou... C'est ça, tu veux-tu avancer à l'envers, exactement. Reculer en arrière, s'il vous plaît. C'est qu'il y a des gens qui ont des intérêts économiques à ce que ça aille dans ce sens-là. Puis eux autres, qui ont beaucoup
de pouvoir. Ils ont beaucoup d'influence là-dedans. Puis c'est à nous, après de chialer, puis de dire, man, à un moment donné, il faut faire des choix collectivement, parce qu'à un moment donné, l'être humain va frapper un mur. L'enjeu du 22e siècle, là, parce qu'on est... 21e aussi. 21e siècle, je me suis trompé. L'enjeu du 21e siècle, ça va genre être la dépopulation. Il va y avoir trop de monde. Comme, il va y avoir des... Tu sais, j'ai un cours de crise humanitaire la session passée, puis... Un cours de crise humanitaire? Oui, crise humanitaire, c'est vraiment intéressant. Je ne me souviens plus dans quel pays, là, mais proche de la zone euro. Il y a un pays à peu près, il y a 1 million de personnes qui ont juste comme parti du pays parce qu'il y a de la guerre, de la sécheresse, il n'y avait plus d'eau, plus de nourriture. Ils sont allés dans un des pays de la zone euro. La zone euro, je pense, c'est 300 millions d'habitants ou plus que ça. Genre, 1 million de personnes a déstabilisé l'économie de la zone euro au complet. Comme, genre, tu peux pas... Ça va être de la merde. Comme ça va être de la grosse merde qu'on va vivre en termes de dépopulation parce que dans bien des pays, les effets des changements climatiques se font déjà sentir. Il y a de la sécheresse. Il y a plus d'eau. Il mouille plus. Fait que là, tous tes plans agricoles, là, puis ça, c'est réel. Genre, tu n'as plus de nourriture. Tu fais quoi? Ben, tu vas dans un autre pays. Mais dans ce pays-là, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour t'aider, puis t'aider juste à survivre. Puis là, c'est des mères qui ont genre 4 enfants. Puis là, rajoute à ça tous les problèmes de guerre. Yo, ça va être de la dépopulation. Il va y avoir beaucoup de morts. Ça va être triste. Là, puis c'est gay. Moi, ok, Nostradamus. Rayonne, ouais, c'est ça. Rayonne pas trop, toi, là. Pour moi, c'est comme ça que là, attends un peu. Fait que là, t'as-tu un cours de crise humanitaire ou un cours de fin du monde, ton affaire? Ils t'ont fait le scénario Apocalypse 101. Je l'expliquerai pas tant avec peut-être tant de passion que Jérémy, mais je partage vraiment son diagnostic. C'est que clairement, les changements climatiques vont challenger beaucoup tous nos systèmes sociaux. Par exemple, nos démocraties. C'est déjà ce qui s'est passé en Europe avec Marine Le Pen et les réfugiés syriens, par exemple. Marine Le Pen qui dépasse Macron au premier tour, selon les sondages actuellement. Elle est encore en politique, elle? Ben oui. C'est ça va être sa dernière tentative, mais ça ne passera jamais au deuxième. Mais écoute, Jérémy, je te propose que Apocalypse 101 soit le titre de l'épisode. Ouais, ben, tout ça pour dire qu'à niveau environnement, là, on n'en parle pas tant à cause de la pandémie, mais ça va mal. Puis moi, quand je vois le Canada être premier sur 20 dans tous les pays du G20 en termes d'émissions de GS ou de CO2 par habitant, on est les pires. Là. Ben moi, je me reconnais pas là-dedans. Jérémy, il faut que je t'arrête. Moi, je me reconnais pas dans le pays pétrolier du Canada. Désolé. Te souviens-tu du call? Tu viens de me faire penser à pendant la crise étudiante, Bernard. Bernard Landry. Non, le Bernard de la... Drainville. Ben oui. Bernard Drainville qui avait fait un super speech là, pour dire ben moi je l'aime pas. Vous l'aimez vous autres à ce Canada-là? Ben moi je l'aime pas. Lui, il l'aimait pas. Ça avait été un méchant call. On peut y reprocher des choses à Bernard. Je sais qu'on n'a pas aimé tout ce qu'il a fait tout le temps. Il a été contesté. Mais ça, si vous avez la chance d'aller retrouver ce discours-là sur YouTube, c'est mémorable. Ouais, c'est une des choses qui me fait virer sur... Je vais le mettre dans... Ah ouais? C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Je vais le mettre dans mes pads. On pourra l'écouter à un moment donné. C'est un discours de 10 minutes. Là. Il te... C'est à la SNAT qui a dit ça? Oui, il a fait ça à la SNAT. Ouais. Il y a un libéral qui avait demandé on entend souvent les péquistes nous dire que l'indépendance, ça serait la panacée, ça serait donc merveilleux. Je n'ai jamais entendu un m'expliquer pourquoi ça serait mieux. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça changerait d'être indépendant? OK, là, fait que c'était improvisé en plus. Puis là, Bernard Drainville, il a fait ah ouais? Il a pris la parole, il a dit vous l'expliquez, monsieur le président. C'est sûr que le député, après, il devait être devant. Et vraiment. Puis il n'avait pas manqué son coup, puis c'était dit, là, c'était moi, tu sais, pour les souverainistes, là, tout le monde, on avait le poil de même, là. Ouais. En écoutant ça, on rêvait à notre voiture. Ouais, Alizé, on va t'envoyer le lien, t'écouteras ça. Puis... Non, mais ça m'intéresse. Ben oui, c'est avec raison. Écoute, il y a plein de choses là-dedans qui sont super intéressantes. Parce qu'on pourrait se faire un épisode à un moment donné où on l'écoute. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. On l'écoute et on l'analyse. Oui. Hein? OK, on se le garde pour nous trois. Prochain épisode, on fait ça. Non, mais on va attendre qu'on reçoive nos trois ensemble pour le faire. On se le garde pour nous trois, OK? Là, pour l'instant, c'est fini. Il faut que j'arrête parce que c'est fini. Déjà on a eu trop de fun. C'était notre épisode pour cette semaine.